Elle fut capitale des arts et de la finance. Le Grand Canal et ses palais somptueux. Une des plus belles avenues au monde. Venise, c'est 180 canaux. Et des ruelles par milliers. 209 ponts et une myriade de petites îles. Il y en a 118 au total. Venise, c'est aussi 14 millions de touristes chaque année, qui tous passent par la place Saint-Marc. Un des sanctuaires les plus importants et sans doute l'un des plus étonnants. Cela représente 100 000 visiteurs tous les jours, dans une ville d'à peine 60 000 habitants. Une image symbole de cet immense pouvoir d'attraction, un paquebot de croisière, à quelques vagues seulement de la place Saint-Marc. Le parcours des touristes, toujours le même. 20 minutes à pied, place Saint-Marc, pont du Rialto. Évidemment, on peut faire beaucoup mieux. À quelques pas de ce quartier très fréquenté, à l'écart de la foule, une autre Venise, une Venise méconnue. Voici Martina Grimani, elle nous l'a fait découvrir. Je ne sais pas s'il faut... Attention, c'est très étroit là, hein. Née à Venise, passionnée par sa ville et par son histoire, elle en connaît chacune des ruelles. La suivre réserve toujours des surprises. Ce matin, destination, une maison pas comme les autres. On va chez mon amie Alberta et je vais vous montrer une chose vraiment insolite. Ciao Alberta! Come stai? Bene, Fa grazie. piacere vederti. Et voilà la chose insolite. Il pozzo. Un puits à l'intérieur d'une maison. Et ça, c'est rare? C'est très rare d'avoir un plafond avec des poutres en bois et un puits à l'intérieur de la maison. À l'intérieur du puits, il y a encore de l'eau. Tu ne sais pas d'où vient l'eau. Non, je ne sais pas. Pas une idée. Et la chose étonnante, c'est que c'est de l'eau qui ne monte pas, elle ne descend pas, elle ne sent pas mauvais. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais enfin, il y a l'eau dans le puits, dans la maison, à l'intérieur de la maison. Et la chose amusante, c'est qu'en continuant, on voit un petit jardin. Ce giardino. Voilà le petit jardin. Il y a aussi un arbre. Toujours à Venise. Mais là, on est toujours dans Venise, même s'il y a du verre, une ville de pierre qui est devenue... C'est la campagne vénitienne. C'est un petit paradis. Et il y a à Venise beaucoup de ces petites surprises. En voici une deuxième, à quelques rues de là. Alors, moi, j'aime beaucoup cet endroit parce que, vous allez voir, ça, c'est une cale qui est très simple. Les murs sont en briques. Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de marbre, il n'y a rien. C'est très simple. Et après, tout d'un coup, on arrive là où il y a une belle architecture avec la pierre d'Istrie blanche, très riche. Et ça, c'est typique de Venise. D'une petite cale très simple, on arrive devant une très belle architecture, très décorée. Et ça, c'est la Scuola de San Giovanni Evangelista. Nous restons dans le quartier du Rialto, quartier commerçant depuis toujours. Voilà, il y a beaucoup de monde là. Ici, au XVIe siècle, les courtisanes, aujourd'hui on dirait les prostituées, y avaient élu domicile. On en comptait plus de 11 000. Une anecdote à leur sujet. Donc ici, on est sur un pont qui a un nom un peu spécial. Oui, ça c'est un pont qui a un nom assez drôle.
Ça, c'est le ponte delle tette. Les tettes, c'était la poitrine, les seins. Et au XVIe, il y avait beaucoup d'homosexuels en ville. Donc, l'État avait demandé aux courtisanes qui habitaient ici, dans ce quartier, de se mettre à la fenêtre avec leur poitrine découverte, de façon que les jeunes garçons pensent plutôt aux femmes qu'aux hommes. Et là, dans tout le quartier, donc, il y avait toutes ces jeunes femmes qui se montraient aux fenêtres avec leur poitrine dehors. C'est l'heure de la petite pause. On va se prendre un café maintenant. Dans ce beau campo, San Giacomo dell'Orto. Il y a même le soleil, on va sortir les lunettes là, on va bronzer. Ça, c'est la Venise que je préfère. C'est la Venise des Vénitiens. C'est une Venise qui reste à nous aussi quand c'est l'été, quand il y a les touristes qui arrivent. Là, on se sent encore tout à fait vénitien. Place Saint-Marc, jour de brouillard aujourd'hui sur Venise. Voici le Palais des Doges, le monument le plus emblématique de la cité. Rendez-vous avec un homme de grande importance pour Venise. Il est à la tête des principaux musées. C'est aussi l'un des meilleurs connaisseurs de ce palais. Le Palais des Doges, c'est une sorte de machine à gouverner. C'est une énorme structure architecturale qui a été commencée très loin, mais qui a été bâtie surtout à partir de la moitié du XIVe siècle. Et il conserve encore la forme du style gothique. Après, il y a eu beaucoup d'incendies. On a dû rebâtir une partie considérable du palais. Et vous voyez la Renaissance qui donne sa forme extraordinaire à la grande façade où il existait l'habitation privée du doge. Le doge, c'est le chef en italien. Le chef de la République vénitienne. Un mode de gouvernement unique et une exception dans cette Europe où règnent à l'époque rois, empereurs et princes. Sa splendeur est partout inscrite dans ce palais, et en particulier dans cette salle. La salle du Grand Conseil, la plus vaste et la plus richement décorée du palais. « 2000 personnes y siégeaient, uniquement des hommes, toujours issus des grandes familles de Venise. Les décisions importantes se prenaient ici. Chacune de ces peintures témoigne des moments clés de l'histoire de la cité. Là, il y a une décoration extraordinaire, très célèbre, qui est due à Tintoretto, à Veronese, à Bassano, tous les grands peintres, les grands interprètes du siècle d'or de la peinture de Venise. Au fond de cette salle siège le doge. Derrière lui, voici le Paradis de Tintoret, l'une des plus grandes toiles au monde. Un chef-d'œuvre, Giandomenico le croise chaque matin. Est-ce que vous avez une émotion quand vous rentrez dans cette salle particulièrement? On continue à avoir encore une émotion, même si on la fréquente de beaucoup d'années. Mais il faut dire que la qualité de la salle, sa position, son évocation culturelle, historique, ce sont très émouvants. Des richesses qui font du Palais des Doges le bâtiment le plus visité de Venise. C'est bien, mais pas assez pour Giandomenico. Il veut révéler au public la face cachée du palais et du pouvoir de la Sérénissime. D'où la mise en place de ce qu'il appelle les itinéraires secrets. Buongiorno. Come andiamo? Bene, grazie, tutto bene.
Voici la responsable de l'un de ces itinéraires, Elena. On la retrouve dans un instant. Auparavant, Giandomenico a encore quelque chose à nous montrer. Venez, venez. Ici, il y a quelque chose qui a contribué beaucoup à la création de la légende noire de Venise, la légende romantique au XIXe siècle. Qu'est-ce que c'est? C'est la bouche pour la dénonciation secrète. Là, on mettait des dénonciations qui tombaient dans une sorte de boîte, et après, les pouvoirs faisaient des vérifications pour constater la vérité au moins de ce qu'ils avaient dénoncé. La légende noire de Venise, à ce sujet, Elena nous en dit davantage. Suivez-moi, n'ayez pas peur. Elle nous emmène dans les coulisses autrefois tant redoutées du palais. À Venise, la torture était surtout la corde. On parle très peu de roues dentées, la salle est trop petite, on parle très peu de feu. Le feu est tout en risque d'incendie, donc on utilisait la corde. Le torturé était agenouillé ici, les mains dans le dos. Il était soulevé de terre par les poings, de façon à ce que le poids pèse sur chaque partie du corps, en procurant des foulures, des fractures, etc. Mais il n'y avait pas que ça. Maintenant, je vous montre une chose que d'habitude, on ne peut pas voir dans les itinéraires secrets, parce que si vous commencez à regarder, alors là, il y a une cellule, il y a l'autre cellule là. Ça veut dire qu'à Venise, il y avait aussi une torture psychologique. En effet, il y a 2 cellules en bas, 2 cellules en haut. Ça fait 4 futurs torturés qui attendaient leur tour et qui devaient entendre les cris, voir ce qui arrivait à leurs compagnons. Et c'était un habile système pour les inciter à parler avant d'être torturés. Pendant ce temps, Giandomenico, le directeur des musées, et son géomètre Lorenzo cherchent à améliorer ce parcours et à l'enrichir. Aujourd'hui, ils se retrouvent devant l'impossible. C'est là où le public arrive, et puis il se dispatche dans le palais, et il n'y a plus de problème. Et le vrai passage, la vraie difficulté, c'est là. C'est cette entrée. Oui, l'espace est plutôt étroit, ainsi que les portes. On est en train de faire des travaux de conservation, mais je pense que cela restera difficile de faire passer le public, même si le passage est très intéressant et suggestif. On va ouvrir. Il y a encore des travaux en cours. Venez voir, venez voir. Ceci, en réalité, est une cellule. Mais je crois qu'ici, on ne peut vraiment pas faire rentrer le public, bien qu'elle soit très intéressante. L'espace est trop petit. C'est dommage, car tout ici est d'époque et incroyablement conservé. Ce que l'on pourrait peut-être faire, c'est permettre au public de la voir à travers la fenêtre. L'univers carcéral fascine le public, et Giandomenico le sait. D'autant qu'entre ces murs était détenu le plus célèbre des prisonniers, Casanova. Casanova, le dandy, le libertin, l'insolent, savoure le plaisir de déplaire au pouvoir. Condamné à 5 ans de prison pour manquement à la très sainte religion. Ceci est le vrai parcours où est passé Casanova, qui est arrivé au Palais des Doges à travers le pont des Soupirs. Mais dans cette partie du pont, c'est trop étroit pour laisser passer le public. Jean-Dominique Casanova est passé par ici? Il est passé par ici au moment de son arrestation. Il est arrivé au Palais des Doges à travers le pont des Soupirs. Le pont des Soupirs, ce n'est pas le pont des amoureux. Ça, c'est la légende romantique. Et elle est fausse. En vérité, les condamnés le traversaient pour rejoindre leur cachot. Leur ultime soupir, leur dernier souffle de liberté, c'était ici. Mais revenons à Casanova. À peine enfermé, il ne pense déjà qu'à une chose, s'évader avec l'aide de son complice Balbi.
Balbi a commencé à creuser un trou sur le plafond. Il a fait un tunnel avec lequel il a pu rejoindre la cellule de Casanova. Et le dernier jour d'octobre 1756, les deux hommes s'enfuirent par le toit. Ce fut l'unique évasion de l'histoire de ces prisons. Alors, dove siamo? À ceux qui nous demandent pourquoi les prisons du Palais des Doges s'appellent les plombs, voilà la réponse. Nous sommes sur le toit du Palais des Doges, la même où Casanova est passé lors de sa fuite. Ça s'appelle les plombs car toute la toiture est faite entièrement en plomb. Et vous venez souvent ici? Non, on ne peut pas. Seulement pour les travaux de conservation ou pour des problèmes logistiques avec l'eau, avec la pluie, etc. Mais on ne peut pas sortir ici. On a terminé l'itinéraire secret. On rentre dans la présentation officielle du pouvoir. Le pouvoir aimait beaucoup se cacher et il conservait une sorte de mystère. Est-ce que le palais ducal en a beaucoup des mystères? Le palais ducal a encore beaucoup de mystères. Il faut les découvrir jour par jour. Niccolò Rubelli, héritier de 5 générations de marchands de soie, une de ces familles qui a fait la fortune et l'histoire de la Sérénissime. Ce matin, rendez-vous avec le comte Marcello. Lui aussi appartient à l'une de ces grandes dynasties de Venise. Je suis venu voir votre palais dont on m'a beaucoup parlé et voir un peu les travaux que l'on a réalisés pour vous. Ah, mes compliments, déjà dans cette salle, c'est magnifique. Vous avez vu comment j'ai mis en valeur vos étoffes au mur? À la place, il y avait normalement des panneaux qui venaient de Versailles. Vu qu'ils étaient en train de s'abîmer, on les a remplacés par vos tissus. Je n'avais jamais encore vu mes tissus encadrés de manière aussi précieuse. On a choisi des étoffes qui pouvaient aller mieux. Et peut-être c'est plus beau, ça, que quand il y avait les soies. Au moins, tout le monde qui y a vu avant et après a dit que c'est mieux les soies. Est-ce que les autres s'abîmaient, les vrais? Eh oui, après 200 ans, c'était des soies peintes. Avec des oiseaux, des mélogranes, ils étaient tous les symboles de la fertilité, de la joie. C'était un peu des chinoiseries, genre Louis XV. Et il faut s'adapter, en fait, en quelque sorte, avec l'histoire. Il faut essayer de ne pas gâcher les choses. Qui ça reste pour nos enfants, quoi. Si on emploie tout à la limite, plus rien ne reste. Et c'était dommage de les avoir gâchés complètement. C'est quand même un document historique. Et peut-être que les tissus roubaix un jour vont devenir un document historique aussi. Sièges, banquettes, rideaux. Monsieur le comte a fait refaire tous les tissus. Une décoration imaginée et composée par ses soins. Les décorateurs ne font pas une maison pour vivre. Ils font une maison pour la regarder. C'est une chose très différente. Quand vous allez dans une maison d'un décorateur, et c'est très beau de la regarder, après pour la vivre, c'est d'une incommode épouvantable. Alors c'est beaucoup mieux que ce soit peut-être un peu moins élégante, mais on puisse vivre tout tranquillement. La noble tradition vénitienne, on la voit aussi, l'expertise de savoir faire soi-même un palais. Il faut aussi savoir faire un peu soi-même, non, dans la vie. Quand on a toujours vécu dans une maison, une belle maison, on sait aussi un peu choisir. Un palais de 1600 mètres carrés. Le comte Marcello, effectivement, n'a que l'embarras du choix. Et voilà, ici, on a un peu respecté la tradition. Tradition respectée à un détail près. Ça se passe dans une autre chambre du palais. Avec ma chambre à coucher. Et on n'a pas pu faire par Rubelli la chose du chien. Mais peut-être qu'on peut... On n'a pas pu le faire parce que c'était très compliqué.
Je vois que vous avez fait une très belle utilisation de nos tissus. Congratulations. Niccolò a le sourire, la commande de Monsieur le Comte s'élève à 50 000 €. Et ce n'est pas fini. Alors là, j'ai besoin de faire un choix un peu différent. Il faudrait mettre quelque chose d'un peu plus fleuri. Niccolò, vous êtes content des travaux qui ont été faits ici? Bien sûr, je suis toujours très content quand je vois mes tissus en œuvre. On les voit toujours comme tissus plats comme échantillon, et de les voir en œuvre, c'est ça, c'est là qu'il vit. Est-ce que vous trouvez que le comte Marcello a du goût? Ah, bien sûr. Très vénitien, ça c'est la tradition. Il ne manquerait plus que ça, en vue que je suis son client qui me dit que j'ai pas de mots. Je n'achète plus rien chez lui. C'est l'héritage vénitien, les sangs, les bons sangs vénitiens. Tout près du palais du comte Marcello, un autre palais sur le Grand Canal. Niccolò y vient chaque matin. Niccolò, vous travaillez depuis combien de temps dans cet endroit? Je travaille ici depuis 12 ans, mais ici c'est la siège de la Rubelli depuis 40 ans. Et chaque jour c'est un plaisir d'arriver dans un des plus beaux palais de la Renaissance vénitienne, palais Corrado Spinelli. Comme toutes les familles vénitiennes, même les Corneille étaient des marchands. Donc ici, c'est normal qu'il y a qu'on travaille, qu'on fait les marchands de Venise. Et ici, pour moi, c'est pas seulement le bureau, la siège de la Rubelli, c'est la deuxième maison. Et mon père, je l'ai toujours vu travailler ici. Et on faisait toujours des petits travaux quand j'étais des enfants, on arrivait après l'école. Donc vraiment, c'est une deuxième maison pour moi. Une fois par semaine, la réunion stratégique. Allora Niccolò, qua si tratterebbe di vedere un pochettino, visto che quei due tessuti hanno avuto un successo piuttosto considerevole, perché questo qui soprattutto è rosso, perché poi i rossi sono i colori, lo ritroviamo anche qui e lo ritroviamo anche là. Sì, sì. Niccolò et son père Alessandro font le point. Le patriarche ne néglige aucun détail. À 72 ans, il a toujours l'œil sur le devenir de sa maison. C'est le garant de la tradition. Et riprendere mon expérience peut être utile, même si Niccolò et ses frères ont déjà pris beaucoup d'aise et dans certaines choses, ils sont beaucoup plus avancés que moi. Mais enfin, l'expérience peut être encore Mais vous avez assez toujours utile. un œil sur ce qui se passe. Oui, moi je regarde et je dois dire que j'ai toujours un peu le dernier mot. Quand il s'agit de créer une chose, alors oui, on fait des discussions, à certaines fois c'est assez chaud, la discussion, mais je peux dire que j'ai encore le dernier mot, encore pendant un peu. Oui, oui. Venise et la soie, une véritable histoire d'amour. Et cela fait 700 ans que ça dure. Au Moyen-Âge, la soie, c'est l'or de la cité. Les commerçants sont aussi navigateurs. Leur influence s'étend en Europe et en Orient. Le plus célèbre d'entre eux, Marco Polo, il ouvre la route de l'Asie. Un aventurier, source d'inspiration pour Alessandro. C'est la cape de Marco Polo. Ça, oui, ça on peut dire, c'est une reproduction, bien sûr, qui a été faite avec des tissus que nous utilisons et que nous vendons couramment pour ameublement. Et c'était très drôle de faire une cape comme ça, qu'on a utilisée pour des défilés. Et on se sent ça un peu fait comme beaucoup Marco d'effets. Polo avec ça. Oui, on se sent un peu comme Marco Polo. Il suffirait aussi un chapeau chinois, mais ça, je pars. Venise n'aurait pas prospéré sans ses marchands, mais n'aurait pas existé sans ses ingénieurs. Nous sommes dans le quartier de Santa Croce, à l'ouest de la ville. Andiamo sul Rio di Santa Margherita. Sì. Facciamo il giro da questa parte. Et nous sommes en compagnie d'Ivano Tourlone. Sa spécialité, sa passion, c'est l'eau. Venise est une ville fascinante quand on voit sa construction avec ses pierres, ses bois, mais aussi quand on voit les gens qui y résident. La façon dont ils arrivent à vivre de manière moderne, dans un environnement si particulier qui est l'eau. Venise et l'eau,
Des amis inséparables, devenus adversaires. L'eau, c'est tout le charme de la ville, une atmosphère et un rythme très particulier. Mais aujourd'hui, c'est une véritable menace. L'eau est l'élément qui a toujours donné son sens à la ville, qui a été sa meilleure protection au cours de son histoire. Mais aujourd'hui, c'est devenu une source d'inquiétude, notamment avec les dégâts créés par les grandes marées. Et ma mission, c'est justement de trouver des solutions à ce problème. L'Acqua Alta, les grandes marées. La plus importante dans toute l'histoire de Venise remonte à 1966. D'une amplitude exceptionnelle, elle ravage la ville. La place Saint-Marc sous 1 mètre d'eau, du jamais vu. Les Vénitiens sont sous le choc, le début d'une prise de conscience. Aujourd'hui, l'ingénieur Tourlone se rend sur l'un de ses chantiers. Campo San Barnaba. Ici, ces hommes rehaussent les rives des canaux. Il faut surélever 110 hectares de terrain. Cette action est très importante car en rehaussant les quais de la ville, on élimine les inconvénients des marées quand l'eau des canaux déborde et inonde la ville. C'est une action qui se fait dans le respect de la construction des bâtiments. En relevant les rives de 9 cm, nous réduisons de 50% le problème des marées. Et ce n'est pas tout. Venise, c'est un maillage de petits canaux à entretenir et à surveiller. Depuis 50 ans, personne ne s'en est occupé. L'ingénieur Tourlone doit impérativement rattraper le temps perdu. En ce moment, par exemple, nous sommes à marée basse. Et si nous n'avions pas récuré les canaux, nous ne pourrions pas naviguer. Ceci pas seulement pour nous, mais il faut aussi penser aux ambulances, aux pompiers et à tous les services de sécurité. Résultat, l'ingénieur se fait docteur. Des interventions en forme d'opération chirurgicale. Nous sommes dans la partie immergée de la ville. Alors, comment tu procèdes ici? Tu as réussi à récupérer ces morceaux de pierre? Et après, quand ils sont en place, la finition, tu l'as fait comment? Tu l'as fait à la main ou tu la laisses comme ça? Non, non, avec un marteau pointu, je vais taper la pierre pour la vieillir, comme les autres. Oui, ça me paraît bien. En permanence, les ouvriers doivent marier techniques anciennes et modernes. De plus, ici, tout doit être transporté manuellement et en barque. On prévoit 28 ans de travaux, budget plus d'1 milliard d'euros. C'est beaucoup, mais c'est le prix à payer pour sauver Venise. L'ingénieur Tourlone en est convaincu. Cette ville a survécu et doit survivre. C'est l'homme qui doit l'aimer et la respecter pour ses potentiels et ses caractéristiques. La défense et les interventions que je fais vont dans ce sens. Nous avons autour de nous des choses extraordinaires qui ont su s'adapter au cours des siècles. Et aujourd'hui, c'est à l'homme de trouver ce juste équilibre pour que la ville puisse survivre et que Venise ait encore un destin millénaire. Après l'Acqua Alta, un autre adversaire menace déjà la ville. Un nouvel enjeu pour l'ingénieur Tourlone. Nous en parlerons tout à l'heure. Pour l'instant, direction le théâtre Malibran, de l'autre côté de la ville. Après la grande soirée d'inauguration de la Fenice, en décembre, Sergio Segalini, le directeur artistique de l'opéra, doit relever un autre défi. Trouver des voix nouvelles. Cet après-midi, audition de chanteurs venus du monde entier.
L'enjeu est important, perpétuer une prestigieuse tradition qui fait de Venise un haut lieu de l'art lyrique. Exigeant, le monde de l'opéra jugera Sergio Segalini sans concession. Est-ce que vous avez droit à l'erreur? Oh, j'espère que j'ai droit à l'erreur. J'espère. On a un fait, je suis un être humain, je veux dire. Mais justement, avec l'ouverture de la Fenice, est-ce qu'on ne vous attend pas un petit peu, justement? Mais bien sûr qu'on m'attend. En effet, j'ai déjà des nuits blanches. Hein. Voilà. Chi è il tuo agente? Draghi, Mario Draghi. Ah, è Draghi. Cosa ti fa fare Draghi quando non ti fa fare il trovatore? Come Butterfly. Sì? Carmen. E la stagione prossima, adesso quella che viene, cosa fai? Adesso c'ho il Teatro Real de Madrid. Nabucco giugno in Palma di Mallorca. Et adesso vado a Varsavie a faire la Carmen con il maestro de Burgos. Ah ben, complimenti. C'est quand même un des plus grands théâtres du monde, donc nous avons besoin d'entendre des voix nouvelles. Parce qu'il faut proposer aussi au public des titres nouveaux, des titres différents et aussi des voix pour que les gens puissent venir à Venise pour se dire, bien, on a découvert un chanteur. Ici, on a découvert Luciano Pavarotti, Ruggero Raimondi. Pavarotti, Raimondi, mais celle qui a marqué à jamais la Fenice, c'est la diva des divas. Oui, c'est la Calas qui arrive ici en 1949. Elle doit chanter la Valkyrie et la soprano qui devait chanter les Puritains de Bellini, Margherita Carosse, tombe malade. Le chef d'orchestre Tullio Serafine, qui est un fin connaisseur de voix, dit au directeur artistique de l'époque du théâtre, mais j'ai une remplaçante, c'est la Calas. Le directeur dit, mais vous êtes fou, Calas n'est pas du tout ce qu'il faut, c'est une wagnérienne, elle ne pourra jamais chanter du Bellini. Fais-moi confiance. Le directeur artistique lui a fait confiance. Elle a pris la partition, elle l'a prise en 3 jours. Elle est montée sur scène de la Fenice, elle a chanté les Puritains comme on ne les avait jamais chantés auparavant. Elle est devenue Maria Callas. Et à partir de ce jour-là, avec ce début fracassant, tous les théâtres du monde, d'abord les Italiens, le même musical florentin, la Scala, et après les théâtres étrangers, bien sûr, le Met, le Covent Garden lui ont ouvert les portes et la Callas est née ici. Senza fio, bei, via! Bella merce, via! Guarda il pomodoro, forza! Revoici Martina Grimani, notre passionnée d'une Venise authentique. Ce matin de février, elle va faire son marché. Petite traversée du Grand Canal, ça prend 3 minutes. Une balade debout, en gondole, à seulement 40 centimes d'euros. Alors même les Vénitiens prennent la gondole? Eh oui, ça c'est notre gondole. Ça c'est le traghetto qui nous amène d'un côté à l'autre du Grand Canal. Et c'est un bateau qui est un tout petit peu plus grand des autres, les gondoles employées pour les touristes. Et ça, c'est le seul moyen pour aller d'un côté à l'autre du canal en vitesse. Buongiorno, cosa gaio da brontolare? Cosa gaio da brontolare? Guarda che c'era buoni aranci l'altro giorno, c'era fantastici. Cosa nasce? Le marché du Rialto, unique à Venise. Cet endroit surprend toujours les touristes. On y trouve tous les produits du terroir. Ça, ce sont des faux des artichauts. Ça, c'est typique vénitien. C'est délicieux à manger, ça. On les trouve maintenant dans cette saison, l'hiver, pendant l'hiver.
Ça vient des îles de Sant'Erasmo, les îles qu'il y a dans la lagune. Martina, pourquoi est-ce que vous venez sur ce marché? Parce que ça, c'est le seul marché vénitien et il est beaucoup moins cher de toutes les autres boutiques qu'il y a en ville. Donc, si on a une famille, il faut venir là, parce que Venise est devenue une ville tellement chère que nos courses, nous, Vénitiens, on vient les faire toujours ici. Et pourquoi ici, en fait, justement, les prix sont assez élevés en règle générale? Ah, parce que c'est une ville touristique. Donc, tout coûte beaucoup plus cher et aussi parce que tous les produits, il faut les amener avec un car avant et après avec un bateau et après avec un chariot. Et finalement, ils arrivent après 3 passages. Donc, il y a le prix qui est beaucoup plus haut que dans les autres villes normales. Voilà. Maintenant, il faut que j'arrête parce que ça devient trop lourd. Il faut passer les ponts, il faut amener tout ça à la maison. Et à la fin du marché... Attends, pardon. Les caddies sont tellement pleins que c'est trop lourd. Il faut effectivement s'arrêter. Il faut s'arrêter maintenant. Il faut rentrer à la maison. Venise, ville touristique, Martina en mesure chaque jour les conséquences. Sa ville s'est transformée, le business a rendu le quotidien difficile. Ici, dans cette cale, il y avait plein de magasins alimentaires. Là, il y avait un boulanger très fameux. Et maintenant, c'est devenu un self-service. Alors là, c'était un fromager. Et tu vois maintenant, qu'est-ce que c'est? Ce sont des masques, des éventails. Et pour trouver nos fromages, il faut... Ciao on doit aller très loin pour trouver le quotidien, ce qu'on a besoin. Il faut s'en aller très loin de la maison pour trouver les petits magasins qui vendent ce qu'on a besoin. Parce que là, maintenant, c'est fini. C'est devenu complètement touristique. Des lieux préservés, cependant, il en existe encore. Venise est ainsi riche de ses églises. On en compte plus d'une centaine. Certaines abritent des chefs-d'œuvre qui suffiraient à la réputation d'une cathédrale. De pures merveilles, dont beaucoup échappent à l'attention du visiteur. Voici Martina Mian. Elle se bat pour faire découvrir ses trésors. Avec son association Chorus, une des plus importantes dans son genre en Italie, elle s'occupe d'une quinzaine d'églises. Avec elle, nous découvrons San Sebastiano, un bâtiment Renaissance, c'est l'église du peintre Paolo Veronese. Un bijou caché au cœur du quartier du Dorsoduro. L'église de San Sebastiano est très connue, car c'est l'église où Paolo Veronese a travaillé pendant toute sa vie. Il y a plus de chefs-d'œuvre de Veronese ici que n'importe où dans le monde. Il est également enterré ici. C'est une église connue et visitée. Nous sommes actuellement en train de travailler dans la sacristie. Allons la voir. Une sacristie fermée au public depuis 8 ans, en raison de travaux de restauration. Un des plus gros chantiers jamais financés par l'association. Questa va la cera solamente. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, come va? Va bene il lavoro, siamo quasi al termine. C'è da fare la disinfestazione, abbiamo fatto già la pulitura e facciamo la ceratura. È un ambiente famosissimo. Ici, c'est un endroit très connu parce que dans cette sacristie, nous avons sur ce très beau plafond la première peinture réalisée par Veronese à Venise. Donc on a eu beaucoup de pression car les gens voulaient que cette sacristie réouvre. Quand on est arrivé, il n'y avait pas l'électricité, donc il a fallu tout illuminer. Ensuite, on a constaté que les toiles qui étaient au mur avaient besoin d'être restaurées. On les a donc enlevées et emmenées dans un laboratoire à Padoue, où elles sont encore en restauration. Sans oublier la restauration des boiseries ou encore l'assainissement des murs gorgés de sel.
Près de 50 000 € investis. Quand on commence à travailler dans un endroit comme celui-là, à peine on met les mains dedans que cela entraîne toute une série d'autres travaux. C'est jamais fini. Quelques jours plus tard, Martina est à Padoue, à quelques kilomètres de Venise. La restauration des toiles touche à sa fin, mais d'autres problèmes sont encore à régler. Nous devons encore rapatrier ces tableaux à Venise. C'est un vrai défi, car les tableaux vont voyager en camion, puis en barque. C'est un transport assez compliqué à réaliser, et j'espère que cela va bien se passer. Après, enfin, la sacristie sera rouverte au public. Un travail de presque 10 ans, et qui pour nous est très important, d'un point de vue économique, mais aussi au regard de notre engagement. Mais finalement, on y est arrivé. Et les projets ne manquent pas. 2 heures plus tard, avec son directeur, Martina se rend à l'église du Rédempteur. Une église hautement symbolique pour les Vénitiens. Au XVIe siècle, la peste fait ici plus de 50 000 morts. On a élevé cet édifice pour remercier Dieu d'avoir mis fin à l'épidémie. Ciao Sergio. Ciao Martina. Come stai? Bene, benvenuti. Grazie. Andiamo a vedere allora. Venite. Une église, certes très visitée, mais qui recèle encore des trésors cachés. Des trésors conservés précieusement dans les coulisses de ce monument. Seul frère Sergio connaît le chemin. Des pièces rares, jamais montrées jusqu'à présent. Aujourd'hui, il fait une exception. Si apre. Mamma mia. Des ostensoirs par centaines, des objets de culte uniques. Martina voudrait les sortir de l'obscurité, les exposer au grand public. Au milieu des dorures, elle attire notre attention sur ces autres pièces, tout aussi remarquables. Ça, ce sont des objets très particuliers, parce qu'ils sont faits en bois. En général, les reliques, les calices et tous les objets qui servent pour la messe et la liturgie sont des objets très précieux. Je dois dire que ceux en bois, je n'en avais jamais vu. Il est possible, n'est-ce pas Sergio, qu'il soit ainsi car les capucins auxquels ils appartiennent avaient fait vœu de pauvreté et n'utilisaient que des matériaux pauvres. Il est certain que les choses précieuses n'appartenaient pas aux capucins, mais ont été fabriquées et données par des familles nobles de Venise. Elles en ont fait don à l'église du Rédempteur. Des reliques précieuses, des peintures que nous retrouvons aujourd'hui un peu partout dans la sacristie de l'église. Restaurer et valoriser ce patrimoine méconnu, c'est la mission de Martina. Questo è bellissimo. Questo è molto raro. Vero Luca, questa figura di donna è... Un autre exemple, dans l'église la plus célèbre de Venise, la basilique Saint-Marc. Un chef-d'œuvre de l'art vénéto-byzantin, une des plus belles églises au monde. Des mosaïques à couper le souffle. Elles couvrent une surface supérieure à 4000 mètres carrés. Une immense Bible illustrée. Un joyau où la couleur et l'or s'entremêlent. Malheureusement, ce chef-d'œuvre est aujourd'hui menacé. La basilique est malade. Ses mots s'appellent sel et humidité. Construit sur des milliers de pieux de bois, les sols se déforment. Les marbres s'effritent. Les mosaïques se fissurent.
Pour l'architecte des lieux, il y a urgence. Et pour nous en convaincre, il nous fait pénétrer dans cette autre partie de la basilique, interdite au public. La chapelle Saint-Isidore. Buongiorno. Depuis des mois, les restaurateurs retirent, renforcent, remplacent ces petits morceaux de verre. Une véritable clinique. L'architecte Vio et son maître mosaïste Baggio en sont les médecins. Diagnostic. Il lavoro è stato più interessante perché è venuto fuori uno stacco potente. Esattamente. Qua ci sono 4 centimetri di stacco. Qui addirittura si può passare dentro con la mano. Si entra con la mano dentro. Però abbiamo una struttura molto compatta, molto solida. La struttura è molto compatta. I muri della basilica. Les murs de la basilique ont bougé pendant ces 8 derniers siècles. Un mouvement qui a eu des incidences sur les mosaïques. Et comme la mosaïque est rigide, elle n'a pas suivi le mur. Le mur s'est fissuré car les fondations se sont effondrées, mais les mosaïques n'ont pas bougé. Alors soit elles se cassent, soit comme dans ce cas, elles se gonflent un peu. Pour prendre soin de la basilique, il faut la surveiller en permanence. L'architecte mène l'enquête. Plus le son est haut, plus la mosaïque est solide. Plus le son est bas, plus elle est décollée du mur. Encore 2 ans et demi de travail. Une tâche d'une grande minutie. Le temps semble ici s'être arrêté. Nous travaillons comme il y a 700 ans. C'est comme si on touchait la main de ceux qui ont fait ces mosaïques. C'est ça qui est beau dans ce métier. Depuis 28 ans, Pietro vit dans cet univers de la couleur. Les nuances et l'utilisation de l'or n'ont plus de secret pour lui. L'or donne l'expression divine. Selon son utilisation, elle marque l'importance ou non des scènes bibliques et de leur représentation. Dans celle-ci, par exemple, la scène est inondée d'or pour signifier la spiritualité qu'elle représente. Une impression renforcée par le fait qu'il n'y a pas uniquement des mosaïques en or, mais aussi en argent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de petits morceaux d'argent. Et ça, c'est fait pour donner en plus une sorte de vibration céleste. On n'a pas quelque chose de plat, d'uniforme, mais quelque chose qui scintille. Nous partons à présent au nord de Venise, à Canareggio, lieu d'art et lieu d'artisanat. Pietro vient y chercher ses mosaïques. Voici l'entreprise Orsoni, entreprise unique au monde. C'est la seule à fabriquer encore des mosaïques à l'ancienne. Une immense librairie de couleurs, plus de 5000 références. Ciao, buondì Lucio. Ciao. Adesso ti metti i furetti, tocchi, ti gattini. Tiens, je t'ai ramené ces morceaux dont j'ai besoin pour la restauration des mosaïques à la basilique Saint-Marc. Est-ce que tu aurais cette couleur? Oui, attends, il faut que je regarde celle qui s'en rapproche le plus. Je connais toutes les couleurs car ce sont comme mes enfants. Elles sont nées pour certaines avec beaucoup de difficultés, mais aussi grâce à notre grande expérience. C'est pourquoi je les considère comme mes enfants. Certaines sont belles, d'autres moins, mais elles restent toutes mes filles. Bene, allora così.
Bon, Lucio, merci. Je peux toujours pas rentrer pour voir? Non, malheureusement, ce n'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Ce n'est pas possible de voir la fabrication. On ne l'a jamais fait pour personne. D'un autre côté, il faut dire que les couleurs se font et ne se discutent pas. Au revoir. Finalement, après discussion, nous sommes autorisés à pénétrer dans l'atelier. Nous pouvons voir, nous pouvons filmer, mais la recette de fabrication doit rester secrète. Monsieur Orsoni, qu'est-ce qu'il connaît, les secrets ici? Le secret est connu par les Orsoni depuis 4 générations désormais. Mais aussi par ceux qui travaillent avec nous, naturellement. Mais est-ce qu'ils sont écrits? Oui, ils sont écrits, mais ce qui compte le plus, c'est ce qui est écrit là. Mais qu'est-ce qui est le plus secret, en fait, ici? La fabrication de l'or, ça c'est vraiment un secret. Parce que c'est très difficile de faire en sorte que 2 verres restent collés avec du métal à l'intérieur. Ça c'est un secret que nous avons su conserver depuis 4 générations. Et on espère bien le transmettre dans le futur. Transmettre aux générations futures, Gian Domenico s'en préoccupe également. Au Palais des Doges, ils mettent actuellement en place un nouvel itinéraire, dans des lieux jusqu'ici jamais montrés au public. Ce matin, tournée d'inspection. Où est-ce qu'on va, là, Jean-Dominique? Dans la prison du rez-de-chaussée, i Pozzi, presso les Pozzi. C'est très dur, très dur. Buongiorno, buon lavoro. Les conditions de restauration et de conservation de cette cellule me semblent tout à fait praticables pour le public, non? Et en plus, on a de la chance de bien voir les graffitis. Des graffitis du XVIe et du XVIIe siècle. Découverts après des mois d'une restauration délicate, ils étaient cachés sous la crasse et sous le salpêtre. Témoignage précieux et surprenant de l'histoire de ces prisons, qu'on appelle les pozzi, les puits. La sécurité était garantie par ces fenêtres aux barreaux très solides. Il n'y avait aucune possibilité de s'évader. L'acqua alta, les rats, le manque d'air, l'enfer pour ces prisonniers. Leur seul échappatoire, ces dessins gravés avec de petits riens au mur de leur cachot. Imaginez une ambiance complètement fermée entre ces 4 murs, sans aucune possibilité de regarder vers l'extérieur, car il n'y avait pas de fenêtre. Avec ces dessins, les prisonniers cherchaient à représenter ce qu'ils connaissaient de la vie extérieure. Peut-être leur travail, ce qui était en fait la vie de tous les jours, ce à quoi ils n'avaient finalement plus accès. Ces graffitis, rien d'autre qu'un peu de liberté qu'on touche du bout des doigts. Pour certains prisonniers, une véritable communion avec le divin. Ah, voilà. On arrive de ce parcours dans l'enfer et on est frappé pour la scène qui se présente sur cette volte. C'est un artiste qui a laissé une sorte de signature avec ces scènes religieuses. C'est d'une qualité qui m'a ému immédiatement. Et je pense qu'il faut faire encore des recherches pour trouver si on peut identifier l'artiste qui a tracé dans la nuit, dans des conditions terribles, comme une sorte de décorateur d'église qui a créé cette sorte de paradis imaginaire.
Visite d'inspection à peine terminée, Gian Domenico est appelé en face, au musée